Je suis bien heureuse de pouvoir contribuer à cette journée qui jusqu'à présent a posé des questions tout à fait passionnantes. Donc, effectivement, l'exposé que j'ai préparé pour aujourd'hui reprend une des thèses principales que j'ai développées dans l'ouvrage mentionné, qui a été récemment publié avec Yvan Etienne ici présent, directeur de la collection CETECO chez les Presses du Réel. Donc, l'ouvrage s'intitulait Avant-garde sonore, s'intitule Avant-garde sonore en architecture. Et de manière générale, l'objectif de cette recherche était de retracer une histoire encore méconnue ou marginale du rapport qui lie la dimension du son avec celle de l'architecture. Et notamment à partir de divers épisodes de l'avant-garde expérimentale. Donc ce parcours retrace différents épisodes au cours du XXe siècle où la relation entre le son et l'architecture devient un véritable objet de création, de réflexion ou d'expérimentation. Donc pour le sujet que je développe aujourd'hui, je reviens notamment sur les chapitres 3 et 4 qui quelque part sont construits sur une thèse commune. Et même, je dirais, les chapitres pourraient être lus presque dans un effet de miroir, parce qu'il s'agit de deux processus, quelque part, qui vont à l'envers l'un vers l'autre. Donc, dans ces chapitres, je m'intéresse en particulier à une période qui va des années 50 jusqu'à la fin des années 60. Pourquoi? Parce qu'il s'agit d'une période qui voit un véritable développement dans les possibilités d'application des technologies de contrôle des environnements. C'est ainsi que j'essayais de synthétiser la manière dont la technologie a enfin permis de pouvoir recréer des environnements artificiels, donc de jouer avec les flux qui sont ceux du son, de la lumière et de l'air, de l'injection d'air. En même temps, ce moment-là, il a été précédé, bien sûr, et de manière très importante, par un terrain qui s'est déjà préparé au cours du XXe siècle. Et je me réfère là notamment au avant-garde historique, parce que je pense que toute invention technologique ne reçoit pas une véritable réception s'il n'y a pas déjà un terrain culturel préparé à embrasser ces nouvelles potentialités. Et la période, par contre, de l'après-guerre est caractérisée par une période certainement de grands progrès et aussi de boom économique qui a permis donc une très grande possibilité d'expérimentation et d'application de ces technologies. Avec un certain enthousiasme vis-à-vis aussi de l'exploitation énergétique, chose qui se estompera par la suite dans les années 70 avec l'émergence d'une sensibilité beaucoup plus proche de l'écologie. Mais pour introduire ce sujet, j'aimerais commencer par une citation de l'architecte Adolf Loos, donc un architecte moderniste, qui écrit en 1912 un texte qui s'intitulait « Le mystère de l'acoustique ». Il écrit ce texte à l'occasion d'un débat quant à la démolition ou la conservation de la salle Bosendorfer à Vienne. Et donc Loos, qui par ailleurs était atteint de surdité, essaie d'expliquer ainsi le phénomène de l'acoustique et la manière dont les architectes essayent d'aborder cette science. Le problème de l'acoustique préoccupe depuis des siècles les architectes. Ils s'efforcèrent de le résoudre par la construction. Ils dessinèrent des lignes droites de la source du son jusqu'au plafond, en pensant que comme une boule de billard, il serait envoyé par la bande pour prendre de là un nouveau chemin. Mais tous ces raisonnements sont absurdes, car l'acoustique d'une salle n'est pas une question d'espace, mais une question de matériaux. Et Loos était partisan plutôt pour la conservation de cette salle parce qu'il pensait aussi qu'avec le temps, les matériaux arrivent à s'imprégner d'une bonne acoustique et donc à conserver une mémoire de la bonne musique qui est jouée dans cette salle. Donc il continue, le matériau de la salle a changé, ce matériau n'a absorbé que de la bonne musique pendant 40 ans, il s'est imprégné des sons de nos philharmonistes et des voix de nos chanteurs. Une telle imprégnation produit de mystérieuses mutations moléculaires
que nous n'avons pu observer jusqu'ici que sur les bois de violon. Donc, bien sûr, il s'agit ici d'une vision un peu fantaisiste vis-à-vis de l'acoustique, une science qui par ailleurs commençait à être véritablement appliquée à l'art de la construction, à l'architecture. On fait remonter le début de l'acoustique architecturale à l'année 1900. Donc on était au début, mais cette science, elle existait, mais l'os a cette approche tout à fait imaginative. Mais je pense que ce texte nous intéresse quand même sur la question de la matérialité du son. Et d'ailleurs, ce genre de fantaisie n'est pas non plus nouvelle, tout à fait nouvelle. Si on regarde, par exemple, la mythologie classique, on trouve déjà des légendes, des histoires qui parlent des propriétés édificatrices du son. Et juste pour vous mentionner un célèbre mythe, c'est celui d'Amphion, le fils de Zéus, qui érige les fortifications de la ville de Thèbes et donc arrive à transporter des immenses pierres simplement au son de sa lyre. Donc ces histoires, ces légendes nous interrogent sur la question de l'ontologie du son et de l'architecture, bien sûr. Donc on sait que traditionnellement, le son est considéré comme quelque chose d'immatériel, d'éphémère, et plutôt lié à la dimension du temps. Ainsi que l'architecture serait, il a été considéré traditionnellement un art plutôt qui se fonde sur la question du matériel, du solide, et qui est lié à la dimension de l'espace. Et en fait, la thèse que j'essaie de développer, c'est qu'au courant du XXe siècle, ces acquis sont à nouveau interrogés et que le rapport entre la dimension éphémère du son et matériel de l'architecture est parfois remis en cause jusqu'à en être renversé. En fait, les applications des technologies électroacoustiques et environnementales ont amené à un phénomène, d'une part, d'objectification du son et de dématérialisation de l'architecture. Et les positions d'avant-garde, pour moi, c'est pour ça qu'elles se situent dans une position cruciale, parce qu'elles ont parfois précédé les acquis du progrès technologique. Donc, pour commencer ce parcours que je vais essayer de faire rapidement, ces deux parcours, on sait bien sûr que l'expansion du domaine de la musique commence déjà très tôt, au début du XXe siècle, à partir du célèbre manifeste de Luigi Russo en 1913, qui par l'art des bruits introduit le bruit dans la sphère des sons musicaux et des sons les plus intéressants à écouter, car il symbolisait les éléments de la modernité. Mais encore plus intéressant dans ce sens, dans le parcours que je vais entamer, c'est à mon avis la position d'Erik Satie, donc un autre compositeur que je dirais aussi d'avant-garde, qu'en 1920, il invente le concept de musique d'ameublement. Donc une musique qui serait composée pour ne pas être écoutée. Donc écouter au sens classique du terme lorsqu'on va écouter un concert ou un opéra. Mais son ambition était plutôt de produire une musique de fond, une musique qui ne devrait pas attirer d'attention. Et je vous cite donc ces mots: pas de réunion, d'assemblée, etc. sans musique d'ameublement. Musique d'ameublement pour notaire, banque, etc. La musique d'ameublement n'a pas de prénom, pas de mariage sans musique d'ameublement. N'entrez pas dans une maison qui n'emploie pas la musique d'ameublement. Celui qui n'a pas entendu la musique d'ameublement ignore le bonheur. Ne vous endormez pas sans entendre un morceau de musique d'ameublement ou vous dormirez mal. Pardon. Donc en fait, ce que Satie essayait de remettre en cause, c'était cette sorte d'écoute polie qui est d'habitude traditionnellement suscitée par la présence d'interprètes dans une salle de concert ou dans tout lieu destiné à l'appréciation musicale. Et donc par là, il voulait créer justement une musique qui accompagnerait les actes de tous les jours. Et on raconte que la première représentation d'une pièce de musique d'ameublement à la galerie Barbazange à Paris en 1920
en réalité, aurait été un véritable échec. En fait, cette pièce, elle est interprétée pendant le entr'acte d'une pièce de théâtre de Max Jacob, donc où les gens commencent à discuter, à boire, etc. Et lorsque les interprètes commencèrent à jouer de la musique d'ameublement, tout le monde, le public, s'arrêta pour écouter de manière attentive cette représentation. Et apparemment, Satie se mettait à crier en disant mais qu'est-ce que vous faites? Reprenez à parler, discutez, buvez. Il ne faut pas arrêter les actions que vous avez envie de faire. Et je m'avancerai avec l'idée que l'échec en partie était dû au fait que dans cette pièce, il y avait toujours des interprètes en chair et os. Donc il y avait une sorte de code qui renvoyait à cette tradition du concert et de la musique performance, comme ça a été dit tout à l'heure, et que donc il était très difficile pour le public de se détacher de ce comportement habituel qui se veut dans une telle circonstance. Et je dirais aussi que l'objectif de Satie sera atteint plus tard, lorsque finalement on arrive à employer des technologies de reproduction sonore qui permettront donc d'avoir ce détachement par rapport à l'interprète physique. Et avec les titres aussi assez provocateurs choisis par Satie, on insiste vraiment de manière très forte avec cette association avec quelque chose qui serait de l'ordre de l'ornementation et de l'objet architectural. Donc carrelage phonique pour se jouer un lunch ou un contrat de mariage, tapisserie en fer forgé pour l'arrivée des invités, chez un bistrot, un salon, tenture de cabinet préfectoral, musique d'ameublement pour Madame Eugène Meyer Junior, etc. Presque à la même époque, des études scientifiques sur la relation entre la musique et le son ont été publiées et pour montrer véritablement une sorte de dépendance vis-à-vis de l'auditoire, vis-à-vis de la diffusion musicale. Des expériences scientifiques démontrent que la musique influence le battement du cœur, la pression et la respiration. Charles Deasarens publie en 1926 sa thèse « The Influence of Music on Behavior », où il soutient que la musique augmente le métabolisme et donc excite l'humeur de son auditoire. Un autre rapport de 1937 des psychologues White et Langdon prédit que la dispersion de la musique dans le lieu de travail réduirait l'absentéisme et augmenterait la productivité. Et sur ces principes, en réalité, se fondera une des plus grandes entreprises de produits de produits vendus pour les entreprises du dernier siècle, qui est la société Muzak. Donc, en 1934, le général George Owen Squier fonde la société Muzak, qui était une compagnie spécialisée dans la diffusion de musique d'accompagnement par voie téléphonique. Déjà en 1922, ce général dépose son premier brevet, qui était un brevet de diffusion de musique à travers le système de lignes téléphoniques, le Wired Radio Inc. Et il pense par la suite d'appliquer cette invention aux théories émergentes du taylorisme, du management industriel et de l'ingénierie sociale. Muzak, le nom qu'il choisit, en réalité, serait la contraction entre Kodak, déjà un produit qui part de standardisation, mais dans le domaine de la photographie, et bien sûr de musique. Donc à Cleveland, en 1934, il fonde son premier siège d'entreprise et il aura assez rapidement une grande diffusion aux États-Unis avec des dérivés autres aussi dans d'autres pays, aussi en France. Muzak sera largement utilisée pendant la Seconde Guerre mondiale par l'armement anglais et américain dans l'industrie des armes, donc pour inciter les ouvriers à travailler de manière efficace et suivant un rythme bien tenu. Et elle deviendra un produit très populaire dans le milieu tertiaire de l'après-guerre. Introduite dans la White House pendant la période de Eisenhower, diffusée pendant la mission d'Apollo 11 et jouée pendant les Olympiades de 1984 à Los Angeles,
Musac devient une sorte d'institution de la société américaine et non seulement. Ici, je vous montre juste une plaquette des années 50 avec des sortes d'études qui se voudraient scientifiques. En fait, c'est par des ingénieurs qui ont relevé la manière dont les bénéfices dans les lieux de travail suite à la diffusion de ce genre de produits. Donc, dans l'enthousiasme, la concentration, la chaleur, le côté amical, etc. Et enfin, Musac, ce produit qui permet d'améliorer l'environnement du travail. Ces effets sur le public sont, je crois, une autre manière de mesurer l'impact du son, l'impact physique et réel du son sur son auditoire. Donc la musique est transformée en une sorte d'ornement spatial, elle provoque un comportement adapté. La musique, comme l'électricité et l'air conditionné, devient donc un paramètre architectural. Et encore, à partir de ce même principe et de ces mêmes idées, il y a tout un développement de certains labels musicaux qui sont devenus très commerciaux et très populaires, mais qui restent des sortes de labels musicaux un peu de série B. Comme 101 Strings ou Mystic Mood Orchestra, qui se spécialisent donc dans la production de background music, et d'autres artistes plus intellectuels, avec une approche beaucoup plus réflexive et critique probablement, poursuivent ce type de recherche. Et je citerai ici Brian Eno qui compose une série de musiques dans les années 70 avec l'intention de créer des musiques d'ambiance, et notamment très célèbre, c'est la musique for airport, donc une musique composée pour un lieu spécifique, un certain type d'usage. Bien sûr, on est très loin de ces produits commerciaux, mais on est dans le même type de problématique. Et enfin, le dernier exemple que je cite aujourd'hui, pour aller dans ce sens, mais bien sûr, il s'agit d'une approche encore tout à fait différente, mais qui insiste toujours sur cette idée de processus de matérialisation du son. Je ne pouvais pas manquer de citer aussi l'apport de Pierre Schaeffer, donc ingénieur travaillant au studio de Radio France, qui s'initie à la composition en utilisant des nouveaux instruments comme le magnétophone et d'autres technologies électroacoustiques. Donc le son extrait du quotidien devient un véritable objet sonore, selon son expression, qui peut être manipulé et transformé. Donc en 1951, il fondera le groupe de recherche musique concrète avec la suite qu'on connaît, enfin, que je ne vais pas développer aussi, ici maintenant. Donc ces nouveaux horizons ouverts par la musique électronique permirent de penser la musique comme un paramètre spatial reliant sur les propriétés des technologies de diffusion. Et ainsi, certains compositeurs commencèrent à penser aussi la musique en termes de volume, de forme et d'architecture. Et ici, je citerai deux exemples très célèbres qui illustrent un peu ce type, qui illustrent de manière très emblématique ce type de démarche. D'une part, Yanis Xenakis, qui avec Les Corbusier réalise le fameux pavillon Philips ici à Bruxelles lors de l'exposition internationale de 1958. Donc le pavillon, la forme, était une sorte de transposition formelle de la partition de Métastasis faite par Xenakis. Donc c'est une transposition des glissando de la partition en forme architecturale. Mais le pavillon lui-même était réalisé à partir de cette idée du poème électronique voulu par Les Corbusier. Et à l'intérieur, on fait la commande à un autre compositeur, donc Edgar Varese, qui réalisera une pièce pour ce lieu spécifique, à partir de l'installation de 300 haut-parleurs à l'intérieur de cette forme très expressive et très sinueuse. Et à l'intérieur, il y aura aussi une série de projections, d'images, de lumière, véritablement pour envoûter les spectateurs dans cet espace d'immersion. Et le deuxième exemple, c'est Stockhausen, avec le pavillon allemand à l'exposition universelle d'Osaka,
Donc, un pavillon, encore une fois, conçu pour recréer une véritable expérience dans son intérieur. Donc, Stockhausen prévoit une musique exprès pour ce lieu, diffusée à partir de 50 parleurs disposés dans le périmètre de cette sphère. Et par une sorte de moulin sonore, se sont circulés autour du public qui était situé, lui, au centre de la sphère. Donc un rapport spatial renversé entre le public et la musique diffusée qui venait plutôt de l'extérieur. Donc dans les deux exemples, on a vraiment, on voit les plans intérieurs sont presque plus significatif que l'extérieur de ces architectures, parce qu'on sent vraiment l'intention de recréer une expérience et une véritable atmosphère complètement contrôlée. Et là, on voit qu'on se rapproche, le compositeur se rapproche très fortement des préoccupations en réalité spatiale qu'il peut avoir un architecte. Mais maintenant, prenons le parcours par le sens inverse, c'est-à-dire du côté de l'architecture. Penser l'architecture en termes de conteneurs d'effets atmosphériques nous renvoie à certains préceptes du mouvement moderne. Le Corbusier parlait du bâtiment qui respire correctement, et l'idée du contrôle total des environnements est une fantaisie qui prend de l'importance au courant du XXe siècle. En 1969, Rainer Banham, le critique anglais, écrit un important ouvrage, The Architecture of Well-Tempered Environment, qui est une sorte de généalogie du mouvement moderne à partir des technologies environnementales. Donc pour Banham, les maîtres européens du moderne, comme du coup Le Corbusier et Gropius, étaient encore dans une sorte de préoccupation stylistique vis-à-vis de la technologie. Alors que pour Banham toujours, les architectes américains comme Frank Lloyd Wright ou Louis Kahn utilisaient ces nouvelles technologies comme des véritables acteurs d'une nouvelle conception de l'architecture, donc pour leur véritable fonction technique. Banham, dans son livre, oppose une conception de l'architecture qui se voudrait structurelle à une autre qui serait plutôt énergétique. Et l'image très forte qu'il utilise, c'est celle de l'homme primitif qui aurait deux solutions pour se protéger de l'environnement extérieur. D'un côté, construire un abri qui protège par la matière l'habitant, et de l'autre côté, faire un feu de camp qui permet de réchauffer l'environnement et de créer une énergie qui permet donc de se protéger du froid extérieur et des intempéries. Pour le critique historien américain Mark Wigley, l'atmosphère, donc le vrai espace que l'on habite, commencerait où le bâtiment s'arrête. Et ça, c'est une manière aussi pour renverser une tradition en architecture qui pousse plutôt à voir l'objet architectural par la forme et non pas par l'espace, le véritable espace que l'on habite. Et donc avec ces flux, ces éléments aussi matériels, éphémères, qui participent à la nature du lieu. Et donc, pour insister sur l'idée que les technologies de contrôle de l'environnement mènent vers la dématérialisation de l'architecture, j'aimerais prendre comme exemple, presque comme exemple manifeste, ce premier projet de Nicolas Schoeffer, donc un artiste plasticien, mais qui s'intéressera beaucoup aux questions architecturales jusqu'à l'échelle urbaine. Mais ici, il s'agit vraiment d'un pavillon. Donc, il réalise en 1957 cette maison à cloisons invisibles qu'il présente au Salon des travaux publics du bâtiment à Saint-Cloud. Il réalise cette architecture avec Philips et Saint-Gobain et son ambition était de construire une maison avec deux ambiances différentes. D'un côté, une ambiance chaude caractérisée par la question de la chaleur, du chaud, et de l'autre côté, une ambiance tempérée. Mais le grand défi était de faire ces deux espaces sans utiliser de murs entre un espace et l'autre. Donc, en renonçant à la matière pour délimiter ces atmosphères.
Donc la zone chaude, elle était la zone circulaire à 35 degrés de température, remplie de rayons infrarouges avec un son très bas dans le fond. La zone tempérée était la zone donc trapézoïdale à 18 degrés avec une lumière néon et dans un silence total. Et en fait, la séparation se faisait en trouvant une sorte d'équilibre entre l'émission d'effets atmosphériques et les propriétés d'absorption des matériaux qui avaient été utilisés, employés à l'intérieur du pavillon. Et tout ça, donc, avec... sans véritable séparation, ici on ne le dit pas, mais dans le panneau, il y a écrit ici « cloison invisible ». Donc après, à la suite de ce projet, que comme je vous disais, je le considère un peu manifeste, je me suis intéressée beaucoup à toute une série de projets de ce qu'on appelle l'avant-garde des architectes radicaux. Notamment, j'ai commencé par les Italiens, qui, dans les années 60, se sont beaucoup intéressés à un programme émergent, celui du nightclub et de la discothèque. Pourquoi? D'un côté, bien sûr, ce sont des programmes qui m'intéressaient parce que la question du son est certainement très présente, mais parce que cette idée de oubli presque de la matérialité de l'architecture en faveur plutôt des questions d'environnement artificiel était très forte. Donc en réalité, cette histoire commence très tôt. Déjà, les étudiants futurs architectes radicaux, lors de leur étude à la faculté de Florence en 66 et 67, participaient à un cours dirigé par le professeur Leonardo Savioli sur les espaces d'immersion et en particulier sur les pipers. Donc les pipers étaient, en réalité, reprenaient le nom d'un club qui avait ouvert en 65 à Rome, le Piper Club, et qui était devenu très célèbre par les jeunes mondains de l'époque, et donc reprenait cette idée d'un lieu de diffusion musicale, de groupe en live, ou de diffusion musicale aussi par enregistré. Et donc, ça, c'est un des premiers projets où on voit quand même une expérimentation qui est certainement très proche du langage pop qui a été repris par leurs compatriotes contemporains, Archigram en Angleterre, qui travaillait beaucoup sur ce langage pop, et cette nouvelle recherche qui s'éloignait beaucoup de la tradition classique que, comme vous pouvez imaginer, en 66 était très forte à Florence. Et ces étudiants, une fois sortis de leur formation, se trouvèrent effectivement à avoir des premières commandes dans ce sens. Donc, ils construisirent vraiment des premiers nightclubs et discothèques. Et en particulier, un numéro de Domus de 67 fait un petit catalogue aussi de ses premières réalisations qui aujourd'hui restent aussi assez inconnues. Donc, d'une part, l'Altromondo Club à Rimini, où on voit qu'on n'a aucune image de l'extérieur de cet espace. L'enveloppe architecturale disparaît. Et par contre, ce qui est mis en évidence, ce sont bien sûr toutes les infrastructures techniques qui deviennent, possèdent aussi une sorte de caractère stylistique, esthétique. Donc ces éléments modulables qui peuvent changer, qui peuvent arranger l'espace avec ces systèmes de treillis, d'infrastructures, de lumière et d'objets techniques qui sont presque mis en évidence, enfin tout à fait mis en évidence. Et enfin aussi cet exemple d'un autre nightclub fait par Superstudio. Dans une cave inondée à Florence en 67, il y a eu une très grande inondation de la ville. Et donc, à cette occasion, ils récupèrent cette cave pour en faire, encore une fois, un nightclub. Cette fois-ci, l'architecture est carrément souterraine, donc bien sûr, l'extérieur n'a aucune valeur formelle, esthétique pour les architectes, mais ce qu'on met en avant, c'est à nouveau ces structures techniques qui diffusées dans l'espace. La référence des jeunes architectes était celle de construire un Yellow Submarine, donc en citant le morceau des Beatles. Et donc en renouant avec ce langage, encore une fois, qui n'était pas propre à l'Italie de ce temps, mais qui renvoyait plutôt à ce qui s'est passé en Angleterre à la même époque.
Et enfin, cette idée de discothèque, de nightclub, je pense que je suis allée encore plus loin en retrouvant plusieurs projets qui prenaient cette idée comme une sorte d'idéal architectural. Et on retrouve encore chez Chauffer, avec l'architecte Paul Bertrand, la réalisation de cet espace Voum Voum à Saint-Tropez, où il insère une série de dispositifs qu'il avait réalisés déjà auparavant. Il travaillait beaucoup sur la perception et l'influence qu'on peut avoir sur le public à partir de l'utilisation de la cybernétique. Et ces différents dispositifs, pour lui, devaient véritablement faire un massage neuronal au public qui s'introduisait dans cet espace qui, encore une fois, était un nightclub. Et je citerai aussi ce pavillon, toujours à l'exposition d'Osaka de 1970, réalisé par Experiments in Art and Technology, qui était un groupe d'artistes et d'ingénieurs qui ont collaboré pour faire une série de projets expérimentaux. Ce groupe a été retenu à la suite d'une consultation de plusieurs architectes ou artistes qui étaient appelés à proposer des idées pour ce pavillon. Et l'idée était de répondre à la demande de réaliser une gigantesque discothèque multimédia. Et donc, Experiments in Art and Technology réalise cet espace où, à l'intérieur, on a toute une série d'expériences qui travaillent sur tous les sens. Il y avait aussi beaucoup de matériaux différents, de stimulation sonore. On avait un casque, ces petits pivots produisaient du son et bougeaient dans l'espace. Il y avait toute une série de stimulations par l'utilisation de ces technologies et des flux à l'intérieur de cet espace. Mais ce qui est intéressant aussi, c'est que le pavillon lui-même disparaissait derrière la production de ce nuage, qui était lui aussi le résultat d'une œuvre d'un artiste japonais, et qui donc, presque de manière littérale, faisait disparaître l'enveloppe architecturale derrière cette production de nuages. Et à échelle urbaine, je citerai aussi ce projet de François d'Allégret qui réalise dans la station de métro du circuit souterrain de la ville de Montréal, un projet jamais réalisé pour un centre commercial, mais qui était lui aussi cité l'idée d'une gigantesque discothèque, c'est son propre propos, en installant des échafaudages et des structures éphémères qui soutenaient des écrans, des projections, des haut-parleurs, pour créer une sorte de ville du divertissement. Et enfin, j'ai conclu avec ce dispositif produit par Archigram, donc le groupe britannique qui se développe, le groupe d'architectes radicaux qui se développe en parallèle avec les Italiens, qui avait pensé, parmi leurs projets, j'ai choisi de montrer celui-ci qui reprend l'idée, qui s'inspire vraiment de l'idée du jukebox. Donc là, la ville entière, elle pourrait être pointée par ces dispositifs dans lesquels l'usager s'assoit, et par une télécommande, il peut choisir lui-même l'environnement, ce qu'il voit, ce qu'il écoute, et donc presque à vouloir oublier la nécessité de bouger, de se déplacer, de vivre des expériences en réel, on peut tout simplement être projeté dans ces sortes de dispositifs technologiques. Et la liste pourrait continuer par la suite. Dans des propositions encore plus radicales, des Autrichiens ont proposé des projets d'architecture qui se réduisent véritablement à des casques qui donc agissent sur la tête, sur l'antenne principale de notre perception, et en recréant encore une fois des environnements totalement artificiels. Bien sûr, ce sont des positions radicales, justement, et quelque part provocatrices, mais qui expriment quelque part une sorte d'intention et de recherche qui s'est déployée au cours de ces années. Mais en conclusion, la question que j'aimerais poser est la suivante. Pourquoi, à cette époque, il y a cet engouement pour l'usage de la technologie, et qu'est-ce que nous devons retenir de ce type d'expérience? En fait, l'enthousiasme pour l'exploitation de la technologie est sans doute lié à cette époque,
qui, comme nous avons dit tout à l'heure, est marquée par une certaine euphorie vis-à-vis du progrès et de l'exploitation des technologies. Ce qui précède en réalité un moment plutôt de crise, donc avec la crise énergétique de 1973, on voit que tout ce type de propositions s'estompe et s'arrête. Dans les deux processus, donc dans celui qui mène vers la matérialisation de la dimension sonore jusqu'à la dématérialisation de l'architecture, on assiste en réalité à un changement plutôt culturel dans la manière de percevoir le son et l'architecture. Donc il ne s'agit pas vraiment d'un réel changement de la nature ontologique du son et de l'architecture, ni d'un véritable discours sur la matérialité ou l'immatérialité de ces éléments. En réalité, c'est le rapport entre l'humain et le non-humain qui change et qui fournit de nouveaux éléments d'interprétation du processus créatif. En fait, pour revenir à l'os, le son ne peut pas donc construire l'architecture, mais il peut l'habiter et la conditionner au même instant d'autres flux comme l'air et la lumière. Et en réalité, la technologie devient dans ce processus une sorte d'interface qui permet d'observer la superposition entre les flux et les solides, les matériels et le non-matériel. Ce seuil devient donc potentiellement lisible, pénétrable et manipulable pour de nouvelles expériences créatives. Et c'est ici, je crois, qu'il se situe un véritable changement dans les pratiques artistiques et aussi architecturales. Merci.